Les modes dans les jeux vidéo. Alors, dans l'histoire, il y a eu cette idée que les jeux vidéo, c'était des objets qui étaient souvent repris par des communautés et dès qu'un code informatique était lâché à propos d'un logiciel, il était tout de suite récupéré par d'autres informaticiens et on a vu cette pratique se développer de plus en plus, notamment en touchant les jeux vidéo, principalement jeux PC, etc. Et aujourd'hui, on a décidé sur le Discord de la revue LCV de discuter, d'aborder le sujet des modes dans les jeux vidéo. Et pour discuter de cela, nous sommes en compagnie ce soir de 4 joueurs. Donc il y a Baptiste, Bello, Belmont et Yuriki. On a tous une petite pensée pour Zefra et son micro, mais il nous accompagne dans nos cœurs. Bonjour à tous, bonjour Bello, Salut. bonjour Belmont, bonjour Salut. Baptiste, bonjour Yuriki. Bonjour. Salut, salut. Une, une première petite question un petit peu qui lance le sujet entre nous. Ça a été quoi pour vous le premier mode que vous avez installé? C'est quoi la relation que vous avez vis-à-vis des modes de jeu? Qu'est-ce qu'on entend déjà par les modes? Alors, on va faire dans l'ordre Peut-être, de la liste, ouais, peut-être du Discord. Baptiste, tu peux très commencer? bien. Alors, moi, ça a certainement été sur Minecraft, évidemment. Je sais plus exactement ce que c'était, mais il y avait énormément de modes qui rajoutaient des objets dans le solo, donc ça a certainement commencé par là. Ouais, quant à moi, comme je suis à peu près 2 fois plus vieux que Baptiste, ça remonte à beaucoup plus loin. Et c'était... Et ça joue, hein. Non, mais c'est drôle parce que c'était vraiment des modes où on faisait ça... Ah non, ouais, j'ai noté Warcraft 3 en changeant les sons de trucs, mais en fait non, c'était pas Warcraft 3, c'était Carmageddon. Carmageddon, ça dépend comment on prononçait. Et en fait, on pouvait changer le nom, pardon, les sons qui étaient joués dans le jeu quand, par exemple, la vieille mamie criait quand on lui fonçait dessus. Et le héros aussi disait des trucs comme des insultes en anglais, et on avait changé l'insulte en anglais parce que j'étais petit, et mes frères voulaient pas trop que j'entende ça, comme soleil de la plage au lieu de l'insulte en anglais qui ressemble un peu à ça. Donc ça remonte vraiment à cette époque-là où il n'y avait pas vraiment de mode qui était public dans l'internet qui n'existait pas finalement. C'était nous qui modifions les trucs. Aussi, Duke Nukem a été un gros pavé pour moi avec le build qui permettait de construire des niveaux. Enfin, c'était un outil de level design et on pouvait faire nos niveaux. Donc c'était un peu ça. Ça a été un peu ça, moi, le début de la petite graine qui a été plantée pour les mods et depuis ça a fait des grosses racines. Du coup, alors moi aussi je suis beaucoup plus vieux que Baptiste, mais comme j'étais plutôt joueur console, en fait je suis arrivé au modding plutôt sur le tard. Et en fait j'ai eu 2 types de modding différents. C'est-à-dire que le premier, vraiment, ça a été... Enfin, pour moi ça rentre dans le modding, mais c'est un peu particulier. Ça a été le community patch de Gothic 3. Parce qu'en fait le jeu était ultra buggé. Ouais, qui a sauvé le Et jeu, ouais. voilà, et en fait, du coup, Pierre Nabytes, il a arrêté le support du jeu assez vite. Enfin, assez vite. Ils ont quand même fait ce qu'ils ont pu, quoi, avec les moyens qu'ils avaient. Et en fait, juste quand même, la communauté, elle a maintenu le patch pendant 6 ans. Ouais. 6 ans après la sortie du jeu, c'était un truc de folie, quoi. Et du coup, ça permettait en fait de corriger plein de bugs, de corriger le gameplay, de améliorer les graphismes et les performances et tout ça. Mais en soi, c'était juste pour améliorer vraiment l'expérience de jeu sans vraiment trop la modifier, quoi. C'était pour débugger, quoi. Mais le premier jeu où j'ai vraiment utilisé des mods qui modifiaient le jeu, au final, c'était sur Dragon Age Origins, où c'est là que j'ai découvert vraiment tout ce qu'on pouvait faire avec des mods, quoi. Donc, c'était ouais, du coup sur Dragon Age Origins, quoi. Toujours. Et toi, Yuriki, alors? Alors moi, je suis beaucoup plus vieux que Baptiste. Non, c'est pas vrai. Euh, du coup, dans mes plus lointains souvenirs, ça a été sûrement sur soit Heroes of Might and Magic 4, soit Morrowind. Mais j'ai plus de souvenirs sur Heroes of Might and Magic. Enfin, c'était pas forcément des mods, mais c'était un éditeur de niveau justement avec fourni avec le jeu. Et donc du coup, qui nous permettait de mettre nos niveaux qu'on créait avec nos propres scénarios, etc. directement, je crois que c'était sur la plateforme, enfin, le site du jeu,
ou je crois que je crois aussi c'était aussi par des sites intermédiaires comme on en trouve par aujourd'hui. Et donc oui, c'était vraiment le délire. Je venais d'avoir mon premier ordinateur grâce à mes grandes sœurs, et donc du coup, bah, je découvrais tout ce monde parce que voilà, j'étais un joueur console. Et donc, quand j'ai vu qu'on pouvait créer nos propres histoires, les mettre à disposition des autres, regarder comment les autres interprétaient. Enfin, je faisais pas forcément ces réflexions-là à l'époque, mais regarder tout simplement les avis des joueurs. Et du coup, je sais plus aussi par rapport à Morrowind. Et Morrowind, c'était surtout des patchs, des patchs, des mods qui fixaient des défauts du jeu de base. Donc voilà. Faut Donc dire ça, que juste une petite ouais. remarque sur ce que dit Yuriki, ça m'est pensé qu'à l'époque, pareil, je téléchargeais sur le site de KevDog les unités pour Total Annihilation, et en fait, il n'y avait pas de DLC à l'époque, mais les développeurs avaient pas peur de donner les outils, comme tu disais sur Heroes of Might and Magic, de donner les outils pour créer les maps et les trucs, parce qu'en plus, ils faisaient aussi des extensions, c'était l'époque des extensions. Mais il y avait Comme Neverwinter Nights, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. avec les modes premium. Ouais, ouais. Mais enfin, il y avait cette comment on peut dire, cette double autoroute là où tu avais les gens qui créaient un petit peu des modes de leur côté, les développeurs qui faisaient leurs extensions aussi, mais qui n'avaient pas peur d'être écrasés par la communauté, puisque c'était pas non plus le phénomène que c'est aujourd'hui, mais c'était une belle époque, en tout cas le début du modding, quoi. Alors, c'est peut-être un premier axe de discussion qu'on devrait un petit peu aborder entre nous parce que dans chacune de vos expériences, finalement, vous avez abordé le modding de plusieurs façons, mais on n'a pas vraiment ensemble défini ce qu'on entend par modding. Des fois, on entendait ça vient des développeurs, des fois, ça vient de la communauté. Est-ce que là, on pourrait un petit peu discuter ensemble, voilà, avoir une définition du modding ou alors plutôt avoir des définitions de plusieurs modding différents en fonction de leurs objectifs. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous vraiment finalement modder un jeu? Qui mode des jeux aujourd'hui? Est-ce que ça reste encore les développeurs ou plutôt en fait c'est quelque chose, c'est un outil qui a toujours été propre Ah, aux joueurs finalement? ouais. Bah, vas-y, Baptiste, on refait dans l'ordre ou... Allez, on Bah, peut. si vous voulez, oui. Donc moi j'ai plutôt tendance à faire la séparation entre les modes qui concernent uniquement l'aspect graphique du jeu, qu'on a vu notamment sur Morrowind, comme disait Yuriki, et même s'il n'y a pas que ça, et tous les modes qui rajoutent du contenu, qui changent des trucs pour rendre le jeu meilleur aussi selon les modes. Et vas-y, c'est tout. C'est vrai, mais en fait, c'est une façon de... Pour moi, c'est une façon de personnaliser en fait ton expérience de jeu en tant que consommateur de mode. Mais je pense que le gars qui va modder, qui va prendre du temps et développer ses compétences pour modder, c'est un gars qui va vouloir s'exprimer. En fait, il a juste envie de créer quelque chose sur la base d'un jeu qui existe déjà. Donc pour lui, c'est peut-être plus facile. C'est comme marcher sur les épaules des géants, quoi. Mais tu pars d'une base déjà créée et dans ton imaginaire personnel, tu te dis ce jeu il serait mieux s'il y avait ça ou s'il y avait ça ou au contraire s'il n'y avait pas ça. Et le modding te permet de faire ces modifications quand le jeu te le permet, parce que quand des fois c'est fermé, verrouillé à mort, tu peux pas le faire. Mais que ça soit peut-être le créateur ou le consommateur, c'est toujours une façon de créer sa propre expérience, parce qu'après quand tu es un gars qui installe des mods, tu vas piocher à droite à gauche dans une bibliothèque qui existe déjà, créée par la communauté, et puis moi, mon Skyrim à moi, il ressemble au Skyrim de personne d'autre, même si ça reste le même jeu, mais on a notre façon de concevoir notre Skyrim, par exemple, qui est basée sur la bibliothèque de mods, quoi. Donc, si je reprends la réflexion de Baptiste et la tienne, alors chez Baptiste, ce que j'ai entendu, c'est plutôt la définition des modes, c'est plutôt une définition entre, en fait, c'est quelque chose qui évolue entre l'utile et, l'apparat. Donc l'utile, j'entends par exemple
vraiment l'ajout de contenu supplémentaire, jusqu'au le gameplay, voilà, par exemple, jusqu'à vraiment l'apparat. Et donc là, ça va être les assets vidéo, ça va être les assets, les objets numérisés dans ton jeu. Et donc là, on est plus dans quelque chose qui n'apporte pas, qui ne transforme pas le gameplay du jeu fondamentalement. Toi, Bello, la distinction que tu faisais, c'était en gros, donc finalement, les modes, tu distingues les modes par des patchs, par exemple, hein, parce que les modes, c'est un moyen d'expression, tandis que les patchs, c'est quelque chose qui vient résoudre un problème. Ou c'est un peu ça que j'ai identifié dans ce que tu disais. Après, un patch officiel d'un développeur, ouais, ça peut avoir plusieurs rôles, ajouter un petit peu de contenu, apporter un coup de polish, mais c'est vrai que le mode, lui, va venir, peut être drastiquement différent de la vision des développeurs, et donc c'est là aussi, c'est une vision créative, tout à fait personnelle de la part du modeur, quoi, qui partage en plus sa création. Parce qu'après, il y a toute l'effervescence et l'émulation qu'il peut y avoir avec les communautés des modeurs, mais tu sais, tu peux très bien modder dans ton coin et jamais partager ton truc. Ce qui est là aussi la différence du patch qui normalement est fait pour que tous les jeux, la version de tous les jeux sur Terre soit comment dire, mise à jour, quoi. Les développeurs considèrent que leur jeu est la version finale, enfin la dernière version patchée, tandis qu'un modeur va considérer que son jeu c'est celui qu'il a modé dans son coin ou qu'il a partagé, mais ça peut avoir un but, enfin des buts infinis aussi au niveau du modding qui sont pas forcément couverts par les patchs. On verra peut-être plus tard les différents types de modes, mais il existe une poignée sur, on va dire 5 grands modes différents, types de modes différents qui remplissent des rôles différents. Mais même pour l'aspect cosmétique, ça peut avoir un fort impact sur l'immersion et donc sur le gameplay. Quand tu mets des modes de texture, de météo et des choses comme ça qui sont cosmétiques, ça te change aussi ton expérience. Et les modes cosmétiques, c'est aussi même un impact sur l'ambiance du jeu. Surtout, par exemple, là, je pensais à GTA 4 qui était volontairement très sombre, très gris. Et j'ai vu plein de modes qui rendaient les lumières plus. En gros, c'était plus lumineux, plus coloré, etc. Alors que c'est le fait d'avoir fait un jeu très gris, c'est volontaire, quoi. C'est fait pour créer une certaine ambiance qui est cohérente avec le scénario, tout ça, et donc rendre le jeu plus coloré. Forcément, ça peut avoir un impact sur le sentiment qu'on a en jouant. Belmont, tu veux réagir un petit peu par rapport à ce qui t'est dit? Oui, du coup, pour moi, effectivement, j'aurais tendance à dire que les modes, en fait, c'est alors que ça soit du correctif, que ça soit de la modification graphique, de gameplay, de l'ajout de contenu. Finalement, pour moi, un mode, c'est tout ce qui est la modification du jeu qui ne soit pas entre guillemets officiel. Qui soit fait du coup par des gens hors du studio de développement du jeu. Le seul problème du coup, c'est que ça rentre un peu en conflit avec Neverwinter Nights dont je parlais à l'époque, notamment avec quand ils ont sorti l'édition Diamant. En fait, ils avaient créé donc une boutique, un store où on pouvait télécharger des mods et tout ça. Et dedans, il y avait ce qu'ils appelaient les mods premium. Et alors les mods premium, du coup, il y en a qui étaient faits par des gens hors BioWare, et il y en a d'autres qui étaient faits par des gens de BioWare du coup aussi. Donc du coup ça rend le truc un peu compliqué. Trouver vraiment je trouve ça rend le truc un peu compliqué de trouver une définition exacte quand on a tous à peu près plus ou moins une vision similaire de ce que c'est un mode, mais c'est vrai qu'après il peut y avoir un peu des cas spéciaux, quoi. Non, mais en fait le mode c'est un peu comme le tuning d'une voiture, tu vois, genre t'achètes une Honda, elle est ultra classique et tout, tu vas la modifier toi-même dans ton coin, elle n'aura plus rien à voir avec ce que Honda a sorti au début, et c'est pas approuvé par Honda parce que voilà. C'est un peu ça c'est un peu une activité de Jackie, quoi, le mode, c'est un peu ça, quoi. C'est que c'est une modification qui est faite par du coup effectivement quelqu'un d'autre que le créateur, mais c'est pas forcément comme tu dis pas approuvé. Enfin je veux dire il y en a qui sont rendus, il y a des modes qui sont rendus officiels derrière. Oui, bien sûr. Donc je reprends l'exemple de Neverwinter Nights, mais c'est arrivé récemment avec The Binding of Isaac.
qui a intégré des modes directement en tant qu'option au jeu. Ouais, Et puis on a vu ça plusieurs fois, quoi. Ouais, bien sûr. Rimworld aussi, je crois, a intégré ça. Il me semble que les gars qui ont fait City Skylines se sont inspirés des mods pour faire après et l'officialiser entre guillemets, mais c'est toujours beaucoup mieux réalisé quand c'est les pros qui intègrent ça dans leur jeu. Même si j'ai vu passer un petit screenshot où tu as Arma 3, les développeurs, donc Bohemia Interactive, qui vont sortir un mode pour ajouter des jets et des porte-avions aussi, je crois. Et tu avais déjà un mode qui faisait porte-avions et tout ça, mais le mode, lui, il est genre en mode. Oui, c'est le cas de le dire, mais si tu veux, il est dans l'outrance. En fait, le mode est toujours un petit peu dans l'excès, quoi. Et donc la partie officielle de cette extension, l'officialisation de cette extension est toujours beaucoup plus terne parce que t'as un porte-avions avec 2-3 avions dessus, alors que le mode pouvait te permettre de mettre des AWACS, des hélicoptères et des trucs énormes dessus qui sont pas forcément très réalistes. Et enfin, donc pour terminer un petit peu ce premier tour de table sur la définition des modes, si Yuriki, tu as quelque chose à apporter. Du coup, je trouve que les définitions données sont assez bonnes. C'est des modifications externes au studio apportées par les joueurs pour parfaire un jeu, enfin parfaire leur jeu, leur expérience, ainsi que celles de joueurs qui veulent bien partager cette même expérience. Donc ça peut être graphique, gameplay, etc. Mais du coup, j'avais pensé aussi aux jeux qui se basent eux-mêmes sur le mode. J'avais pensé notamment à Garry's Mod, où justement le principe même du jeu est de modder. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pu entendre que du coup, c'était genre, par exemple pour GTA, comme disait Baptiste, c'était une vision que les auteurs voulaient donner. Mais du coup, pour Garry's Mod, cette vision, justement, c'est la vision du partage et justement du mode. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette vision est flouée par les modes ou justement le mode fait vivre le jeu, tout simplement. Le mode je parle bien dans le cadre de Garry's Mod, et je pense aussi à plein d'autres jeux. Là, du coup, c'est pas des modes des assets extérieurs, mais Little Big Planet, par exemple, qui se base justement sur les constructions des autres joueurs pour faire leur expérience. Donc, via le système de hub de Little Big Planet, on peut faire plein de différents niveaux que du coup que les développeurs n'auront jamais pensé. Et donc, du coup, dire que ça correspond pas à la vision de l'auteur, je veux simplement dire ça dépend. Ça dépend, comme beaucoup de choses. Et Ouais, après, bien sûr, quand... ouais. Moi, je différencierais quand même l'aspect, genre, les développeurs donnent la bénédiction aux utilisateurs de créer leur truc via des outils donnés par les développeurs. Ça, pour moi, c'est pas forcément des modes, tu vois. Bah, par exemple, quand tu prends Garry's Mod et par exemple Fallout New Vegas, tu regardes, les deux plateformes ont donné la possibilité d'installer des modes facilement. Genre dans Fallout, ou je crois dans même tout Elder Scrolls, je crois depuis Morrowind, dans, dans l'interface qui s'allume dès qu'on lance le jeu, justement, ça nous propose la gestion des fichiers qu'on a mis dans le fichier Oui, oui, data. bien sûr. Ouais, ouais. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que l'expérience voulue, par exemple, de base pour Skyrim, donc l'expérience bien Dovahkiin, faire le jeu Vanilla, comme on dit, du coup, est-ce que donner les clés aux joueurs de créer sa propre expérience, ça serait flouer l'intention de base, comme Garry's Mod, ou Mhm. du coup voilà, c'est cette idée de jeu communautaire qui du coup est assez floue. En fait, on n'arrive pas vraiment à savoir quand les éditeurs, enfin c'est souvent les éditeurs qui, qui commandent ça, veulent que les joueurs participent activement à la création de contenu pour le jeu. Par exemple, on peut regarder par exemple les mods qui sont installés en ce moment sur console, enfin, les deux derniers jeux Bethesda. Ouais, Enfin, le remake et le jeu, Fallout 4 et Skyrim, ouais. on a une plateforme directement, mais par contre, sur PlayStation 4 et uniquement sur PlayStation 4, pas sur Xbox One, euh, il est interdit d'ajouter des assets extérieurs au jeu de base. Non, c'est clair que. Donc, Ouais, donc en gros, c'est que des trucs ajoutés, enfin, on peut jouer qu'avec ce qui existe déjà, qu'avec quoi. les. Voilà. Et en plus, ils nous mettent à disposition des modes sur console, mais on peut en aucun cas créer ces modes sur console. On n'a aucun éditeur sur console. C'est justement des modes qui sont créés sur PC ou qui sont adaptés pour la console justement par rapport à cette contrainte de ne pas importer d'assets extérieurs. Et donc justement,
que je trouve assez bête d'apporter une plateforme interne au jeu qui permet de changer, de modifier son jeu, et de pas permettre justement à ceux qui sont sur cette même plateforme de pouvoir le modifier directement sur la même machine. Comme D'ailleurs, par exemple, j'avais avec Doom, Pour peut-être faire peut-être ce que je propose, c'est qu'on fasse qu'on termine un petit peu ce premier tour de table en résumant un petit peu les définitions de chacun. Et puis après, alors moi, aussi sur vos interventions, il y a des choses qui m'ont interpellé, notamment Yuriki. On va revenir du coup sur les propos que tu nous as partagés parce qu'ils sont très très intéressants. Donc là, si ce soir, donc nous sommes le 19 mai 2017, si ce soir, tous ensemble, on devait définir ce qu'est les modes, eh bien, en tout cas, si on devait en tout cas, les distinguer, les évaluer, les différencier des autres choses, des autres morceaux de code qui sont présents dans les jeux vidéo, eh bien, Baptiste a mentionné le fait que ça s'évalue notamment sur une échelle d'utilité ou d'inutilité. Bello, toi, tu as mis en avant vraiment l'intention créatrice des personnes qui créent ces modes. Belmont, tu nous as rappelé que il y avait une question à s'interroger autour de ce qui est officiel, donc qui provient de la maison qui gère le jeu vidéo, de ce qui ne l'est pas. Et donc apparemment, de ce que si j'ai bien compris, hein, les modes proviennent plutôt ne sont pas en tout cas ne sont pas des objets, ne sont pas des morceaux de code informatique officiel. Et toi, Yurki, tu nous as partagé vraiment une réflexion très intéressante sur finalement, est-ce que les jeux qui proposent aux joueurs d'être modés font vraiment, obtiennent vraiment des modes en retour. Et donc du coup, ça m'interroge et je pense que Bello va pouvoir. C'était là-dessus que tu voulais partir. C'était finalement, est-ce que est-ce que le modding, la pratique finalement, est-ce que c'est un détournement du jeu? Ou alors, et dans le sens, est-ce que c'est un détournement dans le sens où on veut vraiment faire autre chose et à la base, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par le game design. Je pense au parallèle notamment qui est fait, vous savez, hein, vous connaissez tous les pratiques de speedrun et de tout l'assisted de speedrun, l'exploitation de bugs. Aujourd'hui, il y a des jeux vidéo qui mettent en avant dans leur construction, dans leur gameplay et dans leur game design l'exploitation de bugs. Donc, on se retrouve avec des pratiques qui sont prévues par les game designers alors qu'originellement, ça ne devait pas forcément l'être. Et donc, du coup, c'est ma question un petit peu, là, qui embraye sur ce nouveau tour de table. C'est finalement, est-ce que le game design doit prévoir ou non les modes? C'est difficile comme question. C'est peut-être pas une question, elle n'est peut-être pas bien formulée. Toi, tu voulais, Bello, tout à l'heure, tu allais parler de Doom. Doom, il me semble que c'est un jeu qui a beaucoup mis en avant aussi son aspect. La pratique du modding. Mais si tu veux, moi j'appellerais pas ça du modding. Justement, c'est là où je voulais faire la différence avec Yuriki. Effectivement, id Software a intégré au cœur de son mode multi la création des maps. Et d'ailleurs, je dis multi, mais ça peut être joué en solo parce que ce sont pas seulement des maps, mais aussi un éditeur de script. Tout ça utilisable au pad, donc sur console. Et tout ça, c'est comme une solution clé en main qui est donnée aux utilisateurs pour créer leur propre niveau, avec leur propre déroulement, mais ça reste quand même ultra... c'est dans un carcan quoi, qui est défini par les éditeurs, par les développeurs. C'est pour ça que ça fait un peu écho avec le live qu'on avait eu sur la notion de jouer différemment. Si on reste dans les limites définies par les éditeurs et les développeurs pour créer, on va simplement utiliser les outils qu'ils nous ont donnés pour faire ceci. Le mode, pour moi, l'essence même du mode, c'est le type qui veut créer quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'existe pas dans le jeu, ni sous forme de mécanique, ni sous forme d'asset,
pour qu'il puisse concrétiser sa vision, quelle qu'elle soit. Et du coup, ça passe peut-être par les outils de création du jeu en lui-même, comme le Creation Kit, ce genre de choses que Bethesda donne à la communauté. Mais après, ils utilisent d'autres outils, comme des outils de modélisation tels que, je sais pas moi, Maya, etc., pour venir implémenter du contenu neuf, tout neuf. Et c'est là aussi le problème que peut avoir la console vis-à-vis de cette démarche, comme a dit Yuriki, Sony ne voulant pas que peut-être les utilisateurs mettent des femmes à poil ou des mecs avec des... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut poser des problèmes de modération par exemple. Mais le fait que Doom intègre dans son ADN la création de contenu généré par les utilisateurs témoigne déjà d'une volonté de l'éditeur de donner plus de latitude et étendre aussi la durée de vie de son jeu via la création des utilisateurs, mais ça reste quand même du modding très très contrôlé et voilà, je suis pas sûr que ça soit l'essence même du modding, en tout cas là où réside son âme originelle, quoi. Mais c'est intéressant comme démarche, mais après c'est un petit peu éthique ou philosophique de se dire est-ce que ça reste du modding si c'est vraiment prévu à la base dans le game design, on va dire, quoi. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qu'a dit Bello? Moi en fait ouais, je suis assez d'accord avec le truc. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est finalement la racine de modding, quoi. C'est modifier. C'est donc du coup quand tu crées juste du contenu qui utilise les kits de création qui peut être fournis sur certains jeux pour vraiment fournir du contenu qui fonctionne exactement de la même manière que le jeu de base. C'est vrai que je sais, enfin, Ah, c'est comme pour une moi c'est paraphrase, vraiment, quoi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, hein. ouais, c'est vraiment différent du cœur du modding qui est là pour changer en fait l'essence du jeu, alors que ce soit pour en modifiant son gameplay de façon plus ou moins avancée, parce que bon, effectivement, des fois les changements de gameplay, il peut juste y avoir enfin je sais pas, je vais modifier telle classe pour qu'elle soit plus équilibrée comme ça, machin, ou alors ça peut aller carrément, je crée un nouveau jeu dans le jeu, quoi, comme il y avait eu avec Dota à l'époque sur Warcraft 3, si Ouais. je dis pas de... Ouais, Ouais, c'est ça. Et Ouais, du ils ont été coup, obligés de créer des nouveaux modèles de perso, des nouvelles mécaniques de jeu, une nouvelle interface. Ils ont vraiment créé du nouveau contenu à partir de rien. Enfin, je veux dire, c'était pas simplement ce qui existait déjà, et ça a été le cas pour Counter-Strike, Team Fortress, et puis tous les modes sur Half-Life 2, on peut plus les compter tellement qu'il y en a qui ont apporté. Le dernier en date que j'ai Ils ont créé noté leur là. propre standard. Comment? Du coup, Yuriki, toi, tu n'as pas l'air tu n'as pas l'air vraiment en accord. Alors, du coup, vu que tu t'es lancé, je te propose de rebondir. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Belmont. Et donc du coup aussi un peu aussi sur ce que Bello a dit, c'est par exemple les jeux, comme j'ai dit, se reposant totalement sur le modding. Genre, je vais reprendre l'exemple de Little Big Planet. Comme tu dis, ils fournissent les kits de création aux joueurs justement pour apporter du contenu au jeu, mais aussi un peu comme le speedrun justement exploite les défauts du jeu, enfin si on peut appeler ça des défauts pour le speedrun. Par exemple sur Little Big Planet, j'avais vu des maps, parce que du coup c'est pas vraiment des mods, qui au lieu de t'offrir un jeu de plateforme classique à la Little Big Planet, t'offrait la possibilité de jouer à un rail shooter. Donc en gros, tout simplement, ils avaient tout simplement très bien utilisé les outils du jeu pour créer des styles de jeu totalement différents du jeu de base. Et donc du coup, dans ce cas-là, est-ce que jouer avec ces kits créés par les développeurs, un peu comme les speedrunners jouent avec les glitches, et ben est-ce que du coup c'est pas vraiment est-ce que c'est du modding ou pas? bah, attention, parce que j'ai pas dit que utiliser les kits, enfin, ouais, c'était pas clair, mais j'ai pas dit que c'était pas du modding.
J'ai dit que c'était. Je parle de j'ai pas juste voulu vraiment. t'offenser, hein. Ouais, non, mais je suis pas offensé. Non, mais ce que je voulais dire, c'était pas de manière de dire, ah, si tu utilises les kits, c'est pas du modding. Je parle vraiment et puis de faire juste du contenu qui reste exactement dans la ligne directrice du jeu, qui utilise le même gameplay avec les mêmes fonctionnements, les mêmes stats, les mêmes assets. Euh, ou finalement juste créer un nouveau niveau. C'est une sorte de modding, mais je le trouve vraiment à part comparé à ceux qui font, bah, comme tu viens de le dire, je veux dire, faire un rail shooter dans Little Big Planet, au final, ça revient à, entre guillemets, pirater le concept du jeu. Oui, c'est du pur À modding partir pour de le ses coup. propres outils, quoi. Ah, c'est modifier le game design totalement pour faire une nouvelle expérience. Et ça, pour le coup, c'est un petit peu l'essence du modding. Et ça, c'est clair que si c'est permis grâce aux outils intégrés au jeu ou extérieurs au jeu, pour le coup, le résultat, c'est ça qui compte. Si tu joues plus au même jeu alors que tu as lancé la même galette, grâce à ce mode-là, bah, pour le coup, oui, c'est un mode, quoi. Et donc, Baptiste aussi, si tu souhaites rebondir. Alors, je pense aussi que ce qui concerne Little Big Planet et Garry's Mod, je pense aussi à Super Mario Maker. Euh, c'est pas des mods dans le sens où c'est le jeu qui te demande de modder directement. En fait, c'est le principe du jeu de modder, de créer du contenu en plus. Et, euh, et donc pour moi, c'est pas du tout extérieur au jeu. Ouais, c'est comme si tu disais les Sims, créer une maison dans les Sims, c'était modé. Tu vois, pour moi, c'est pareil. Justement, tu parles de Mario, j'avais ça en tête tout à l'heure. C'est là où je mettrais la différence. Si un jeu te permet de créer des trucs dans le jeu, bah c'est ça le jeu. C'est pas un acte de modé, quoi. D'accord. Donc là, finalement, donc il y a un gros point finalement de discussion entre vous sur vraiment les contenus qui sont créés par les communautés, mais qui font partie du game design initial. Donc là, par exemple, là, Bello, tu faisais référence à Super Mario Maker, quoi. C'était ça en gros. Oui, oui, mais oui, Super Mario Totalement. Maker ou les. Enfin, pour Super moi, Mario, Little Big Planet pour Yuriki, etc. Donc là, c'est finalement, voilà, il y a un vrai point de discussion à ce niveau-là. Et si le concept, enfin la discussion un peu plus loin, c'est est-ce que, par exemple, moi là tout de suite en tête, il me vient des jeux comme The Beginner's Guide. Les Beginner's Guide, Stanley Parable, ce sont à la base c'est plus, ils utilisent un peu le moteur Source, mais Source qui est plutôt fait quand même pour Counter-Strike. Donc, est-ce que, selon vous, ces jeux-là, Half-Life. pardon, Half-Life, Hmm. oui, bah oui, mais bon, moi je suis Ouais, plus jeune. c'est le Qu'est-ce que tu lapsus. veux. Et maintenant, c'est Counter-Strike qui représente. Non, mais c'est fou, c'est vrai que c'est Oui, fou, c'est le vrai, c'est lapsus. fou. Mais en tout cas, est-ce que ces jeux-là, pour vous, c'est du mode? Ce sont maintenant des vrais jeux? Est-ce que si moi je décide de vendre un mode à partir, je sais pas, je crée totalement une nouvelle aventure à partir de Morrowind, est-ce que moi ça va être un nouveau jeu? Est-ce que je vais pouvoir le vendre? Tu vois, est-ce que je Mhm. peux faire ça avec du modding? Alors pour le coup, il va y avoir les problèmes de droit d'auteur, etc. Donc tu peux pas vendre, par exemple pour Skyrim, il y a eu quelques extensions non officielles majeures et extrêmement bien foutues, qui étaient par exemple Fascar ou Enderal. Et pour le coup, même si ça rajoute du contenu original à foison, tel que bon, bah, toute la quête principale, les doublages, etc. Si Bethesda ne donne pas son accord derrière, les mecs ils peuvent pas vendre les mods, ça c'est clair. Mais ça reste tout de même des mods puisque ça reste dans, bah voilà, c'est une totale conversion, on va dire, de Skyrim, mais ça utilise tellement trop d'assets et que ça soit sonore, visuel, etc., que ça reste quand même une modification de Skyrim. Après, Stanley Parable, c'est pas parce que ça utilise le moteur source que ça n'en est pas moins un jeu, dans le sens où bah, si tout est différent par rapport à Half-Life, bah oui, c'est à partir de ce moment-là, c'est une création propre et une identité du coup propre.
qui peut être protégé par les droits d'auteur indépendamment d'Half-Life. Donc pour le coup, ouais, la limite, elle se mettrait un peu là. Ce qui s'est passé pour Counter-Strike, Team Fortress, mais après plein d'autres créations. Peut-être que c'est le gameplay qui définit ça, mais je sais, après il y a plein d'exemples de total conversion. Quoi, finalement, ouais. Mais donc, en gros, c'est pas parce que moi, je vais réutiliser le moteur d'un jeu pour en faire un autre que je vais faire du modding, finalement. Bah non, parce que... C'est ça. Non, le modding, c'est vraiment, tu prends un jeu et tu pars de cette base-là et tu crées quelque chose d'autre. Alors que, bon, bah, quand tu pars d'un moteur et que tu crées un jeu, bah, tu crées un jeu, quoi. Ok. C'est vraiment, tu pars sur une base déjà construite. C'est comme si tu... Ouais, enfin, l'analogie de la voiture était peut-être un peu débile, mais c'est vraiment ça. Tu pars d'une voiture déjà faite et tu la modifies. Tandis que partir que du châssis et après monter toute ta voiture perso, c'est quand même différent. Ça marche. Yuriki, si tu veux rebondir. Du coup, je voulais aussi rebondir sur tes propos, Esteban, et du coup aussi en parallèle sur ceux de Bello. Alors moi, je dis, il n'y a pas de propos chez moi. Moi, je ne fais normalement que poser des questions. Hein. Oui, mais t'as un peu... Quand tu as parlé de... C'était quel jeu? The Beginner's Guide, qui utilise le moteur source, c'est ça? Oui. Justement, les moteurs, justement, distribués gratuitement ou certains payants par licence. Justement, je me dis que on peut considérer ça comme un mode si il est dépendant d'un autre jeu. Genre, je pense, mais je crois que Daisy, il fallait obligatoirement Arma 2 pour le 3, faire tourner. Oui, Arma 3 pour le faire tourner. Non, je crois que ça a commencé le sur Arma 2. premier, sur le 2 le premier. Okay. Je crois bien. Je crois bien que ça a commencé sur le 2. Ok. Et donc justement, il est en bêta depuis 1969. À peu près, ouais. Et donc sorti en standalone. Et donc du coup, est-ce qu'on peut dire que le jeu, je vais c'est un peu comme quelque chose en fait qui utilise les ressources du jeu de base et qui justement se développe à un tel point qu'il crée sa propre direction artistique, son propre style de gameplay, même si franchement DayZ Arma du coup a quelques similitudes, notamment du moteur. Et du coup c'est un peu pour faire le parallèle avec Bello quand il parle de tuning. Du coup, c'est comme si tu modifiais une voiture au point tellement de la modifier que du coup, c'est plus du tout la voiture de base. Changer tellement toutes les pièces que du coup, c'est une nouvelle voiture. Et donc, du coup, je pense que les jeux qui justement sortent en standalone, justement, ne font plus partie, en fait, se décrochent du statut de mode pour devenir un jeu, bien sûr. un jeu à part entière. Mais même si je sais pas si DayZ utilise des assets de Arma. Mais ce qui est intéressant aussi dans tes propos, alors moi, il y a eu un petit parti pris qui était très intéressant parce que extrême, c'était de dire, quand tu as commencé à parler des moteurs de jeu, et de dire, est-ce qu'à partir du moment où on emploie le moteur de jeu d'un autre, on ne fait pas tout simplement du modding? Et moi, dans ma tête, si tu veux, je me suis dit, mais attends, est-ce que si je prends Construct 2 ou si je prends Game Maker, donc je prends une structure qui est déjà proposée par des développeurs, des informaticiens, est-ce que moi, je suis pas déjà en train de faire, à l'extrême, hein, j'entends, hein, à l'extrême, hein, une forme de... je ne suis pas moi-même en train de créer des modes parce que je ne fais que réutiliser un cadre qui m'est proposé. Mais là, ça demande un certain niveau de compétence, bien sûr, et là, je pousse la réflexion à l'extrême. Et donc ça m'a vachement intéressé dans ce que tu as dit. Disons que la différence, quand même, c'est que le mode va faire se dévier une expression artistique de son but de départ, si tu veux. Tandis qu'un moteur, c'est vraiment quelque chose de très neutre et stérile. Tant que tu fais rien avec, si tu veux, ça exprime rien. Le jeu en lui-même est un objet qui exprime quelque chose, donc je ferai la différence entre... Tu vois, je comprends ta vision du modding poussé à l'extrême, mais il y a quand même quelque chose dans l'essence du modding qui est de faire dévier un message original vers autre chose qui est plus personnel vis-à-vis du créateur.
Et juste pour rebondir D'accord. sur Daisy, c'est bien Bohemia qui a pris en charge la création d'un standalone et pas une autre boîte ou pas le modeur en lui-même. Donc c'est là aussi on voit aussi la limite si Bohemia n'avait pas voulu, à mon avis, si Bohemia n'avait pas pris cette initiative et cette opportunité de faire du fric avec ce mode, je pense que Daisy serait resté un mode toute sa vie, comme il y a beaucoup de modes de survie sur Arma. Et si Bethesda avait voulu que Fastcar soit une extension payante standalone, bah, ça aurait été du coup, le mode serait devenu un jeu standalone, quoi. D'accord. Et Belmont, donc du coup, pour compléter tout ce qui a déjà été dit. Du coup, ouais, je suis assez d'accord avec en fait ce qu'a dit Yuriki sur le concept de standalone. En fait, donc pour moi, enfin voilà, il y a deux trucs. Il y a le problème du coup de dépendre d'un autre jeu ou pas, et du coup le problème de propriété intellectuelle aussi, quoi. Enfin bon, je me lance pas dans tout le truc de la propriété intellectuelle parce que ça peut être un débat à part. Mais c'est parce que par exemple Dota, le premier, ben du coup c'était un mode quoi. Mais ils ont créé un nouveau jeu dans le jeu, mais ça restait un mode parce que du coup bah était dépendant de Warcraft 3 et tout ça. Et Dota 2, là par contre, même si c'est exactement enfin exactement, c'est pas exactement, enfin bon, ils ont repris le concept et tout ça, là du coup c'est plus du modding quoi. Alors, par exemple, pour un autre projet qui avait fait un peu parler de lui à l'époque, parce que au début il s'appelait World of Starcraft. Ça avait créé une petite histoire parce que du coup les gens ils se sont dit ah tiens il y a quelqu'un qui veut créer un MMO dans Starcraft 2 parce que Starcraft 2 il s'est ouvert au modding à un moment. Donc Blizzard évidemment il est arrivé en disant non 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 World of Starcraft ça peut être possible comme nom. Donc là les gens bon évidemment c'est parti ouais ils tapent sur les petits machins et puis ah mais du coup ça veut dire qu'ils vont faire un MMO Starcraft. Moi c'est parti dans tous les sens. Et finalement donc les gens ils ont pu continuer à faire leur jeu avec la bénédiction de Blizzard. D'ailleurs à tel point la bénédiction de Blizzard qu'ils ont eu le droit de faire une campagne de financement participatif pour développer un mode. C'était quand même c'était une première mondiale quoi. Et en plus ils ont réussi la campagne. Et du coup depuis le jeu il est passé en open beta en 2016. Mais du coup ils dépendent de Starcraft 2. C'est donc les mecs ils ont créé un MMO dans Starcraft 2 où du coup plutôt que être en jeu de stratégie où tu contrôles tes troupes, tes bases, et machin. Là, tu contrôles un héros, t'as son arbre de compétences et tout ça, t'as du stuff, tu peux jouer à plusieurs. Donc, comme dans un MMO, il y a des boss, il y a des quêtes. C'est assez fou ce qu'ils ont fait, quoi. Mais du coup, là, même si c'est un jeu, finalement, un jeu à part entière, ça reste un mode, quoi. Parce que bah, il est dépendant de StarCraft 2 et il appartient entre guillemets à Blizzard, même si c'est pas lui qui l'a fait, quoi. Alors, ça, c'est très intéressant aussi hein, d'aller un peu pousser la question. Donc, tu nous as parlé de Dota, tu nous as parlé de StarCraft. Les modes qui sont récupérés par les entreprises, vraiment au commercial, hein, qui gèrent les jeux, comment ça se passe? Est-ce que c'est un abus de leur part? Est-ce que c'est une bonne chose? Par exemple, la Dota aujourd'hui, hein, alors je ne connais absolument pas la scène de ce genre de jeu, mais je suppose qu'aujourd'hui, Dota doit faire partie des jeux les plus rentables qui soient. Et Dota 2, pourtant, tu veux c'est dire? parti d'un... Oui. Ouais, oui, 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 oui. Donc je me suis dit, bon, voilà, quoi. C'est parti quand même à la base d'une toute petite communauté qui n'était pas. Alors, pour resituer un petit peu l'histoire, à la base, c'était Dota, c'était League of Legends. Il y a quelqu'un qui peut me resituer un petit peu tout ça. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces entreprises qui finalement récupèrent les modes créés par la communauté et qui vont finalement les officialiser? Ah, c'est une vraie question, hein. Ah, du coup, on peut répondre. Eh oui, Du coup, je peux prendre la parole. mais vas-y. Du coup,
je voulais parler il y a une demi-heure sur un autre sur un autre truc, mais du coup voilà, vu qu'on parle de ça, euh, du coup moi je pense que du coup c'est un peu comme le concept de DayZ, c'est genre proposer un système de jeu, un système de jeu complètement indépendant du du jeu du jeu auquel il est enfin, en quelque sorte extrait. Parce que voilà, on peut prendre aussi, parce que du coup, vu que je m'y connais pas trop en MOBA, c'est surtout avec le moteur source de Half-Life, justement, qui a fait naître Counter-Strike et plein d'autres jeux par la suite, comme Chivalry, etc. Et donc, justement, moi, je trouve justement ces entreprises, comme vous dites, qui font leur beurre sur d'anciens jeux, des moteurs de jeux mis à disposition par les développeurs ou tout simplement des modifications dans des éditeurs et ensuite complètement recodées de nouveau pour créer un nouveau jeu. Euh, je pense que du coup c'est une super belle plateforme de lancement justement pour les studios, les nouveaux studios. Euh, Justement, j'avais pensé du coup justement à Chivalry qui aujourd'hui a créé son propre jeu. Je sais plus s'il utilise encore le moteur source, mais le jeu Mirage, je crois, qui est en bêta fermée. Donc du coup, Le c'est truc où super t'es cool. un mage arcane, je sais pas quoi là, c'est ça? Ouais, comme Ok, Overwatch ok, encore. ok. Et, et du coup, justement, je trouve ça super cool parce que souvent, vu que en plus c'est Steam qui gère justement le moteur source, souvent quand on cherche des jeux Valve, on tombe aussi sur des jeux qui sont faits avec le même moteur. Donc c'est super cool parce que du coup, après tomber sur Half-Life et sa chier de mode, de DLC, etc., on tombe sur Chivalry, on tombe sur le premier Team Fortress, parce que souvent il est pas mis en premier vu qu'il date. On tombe aussi sur Dark Messiah d'Ubisoft, qui est aussi créé avec le moteur source. Et donc justement, enfin là du coup Ubisoft, voilà, c'est pas un petit studio, mais C'est pas Juste Arcane? d'Arkane, hein. C'est oui, Ubisoft, c'est Arcane. juste l'éditeur. Hein, ça me fait Ah, mal Ubisoft. d'entendre ça en Ah, fait. oui, c'est clair. Autant pour moi, je savais pas. Oui, non, non, en plus je suis bête vu que oui, c'était Arc Fatalis si avant qu'ils ont fait Arcane, Oui, ça. ouais. C'est ça, ouais. Oui, d'accord, Arc Ouais. Fatalis, Dark Messiah. Oui, non, oui, on tombe sur le gros logo Ubisoft dès le début, du coup j'ai dit Ubisoft. Mais oui, là c'est Arcane, et donc du coup voilà, Arcane qui aujourd'hui est reconnu pour ses gros jeux maintenant. Et donc du coup, je trouve ça justement super cool d'utiliser d'utiliser la notoriété d'un moteur, d'un logiciel, où ça peut aussi être du coup, comme Esteban l'a dit tout à l'heure, un moteur, euh, un moteur justement créé pour faire des jeux justement qui n'a pas forcément l'appellation de jeu comme Construct2. Justement, quand on crée un jeu sur Construct2 ou GameMaker, la plupart du temps, ou je crois d'ailleurs toutes les productions, sont publiées sur le site. Sont publiées sur le site de GameMaker et de Construct2. Donc du coup, ça offre une super bonne visibilité, visibilité à ces petits studios qui justement essaient de s'implanter dans ce marché. Voilà. Bélo, si tu veux prendre la parole. Belmont, t'avais pas quelque chose à dire d'abord? Si, oui, du coup, c'était pour, pour ouais, réagir sur l'appropriation des modes et tout ça. Alors, je voulais juste refaire une petite parenthèse sur le mode dont tu avais parlé tout à l'heure, Bello, Falscar, le mode de Skyrim. Ouais. Parce que du coup, celui qui a fait ça, Alexander Veliki, il a fait un travail mais monumental sur le jeu. Enfin, c'est limite comme s'il avait fait un nouveau jeu, quoi. Ouais, Et il a fait ça à la base pour trouver un boulot, pour se faire. En fait, il voulait bosser chez Bethesda. Et bon, le truc rigolo, c'est que Bethesda lui a mis un vent, mais comme pas permis. Il a jamais réagi sur ce qu'il a fait. Et au final, le gars, il a été recruté par Bungie. Et d'ailleurs, il bosse toujours chez Bungie. Maintenant, il est senior développeur, un truc comme ça chez eux. Enfin bref. Et maintenant, le pauvre, il développe Destiny. En plein temps. Eh ben écoute, il est content. Et puis Destiny, il y a du bon dessus. Mais bon, c'est Non, mais hors sujet, quoi. Je déconne. Et non, moi là où en fait où je trouve qu'il y a un souci en fait avec l'appropriation, c'est c'est au niveau en fait de ce que Bethesda et Valve, surtout Valve en fait, ont essayé de faire il y a quelque temps avec les modes payants sur Skyrim. Ça s'est super mal passé parce que du coup, en gros ils disaient bon vous faites les modes, vous gagnez 25% de la vente, le reste on se le partage.
Donc déjà, c'était quand même très très moche, mais bon, ça a gueulé, ça s'est barré. Par contre, on n'en entend pas trop parler, mais du coup, comme tu parlais de Dota 2, ça rapporte énormément de thunes à Valve. C'est hallucinant le pognon que ça leur rapporte. Et en fait, c'est notamment grâce donc ce qu'ils appellent le workshop, où les gens, du coup, ils développent alors, du coup, c'est pas vrai, enfin, c'est des modes cosmétiques. Donc voilà, c'est quasiment que du cosmétique là-dessus. Et donc en fait, il y a jusque-là, les gens ils pouvaient gagner. Il y en a qui arrivaient à gagner leur vie en développant les modes là-dessus. Du coup, on pouvait se dire bah c'est cool. Du coup, bah Valve il gagne de l'argent, c'est son jeu, c'est normal. Et puis ceux qui font le boulot, ils gagnent de l'argent aussi. Tout le monde est content quoi. Sauf que au bout d'un moment, donc c'était 25% pareil, hein, 25% pour le modeur, 75% pour Valve. Donc mais personnellement, je dirais que Valve il s'emmerde pas, mais bon. Et après, ils ont changé un peu ça. En fait, avant, ce qui se faisait, c'est quand il y a un coffre qui était vendu, du coup, il y avait 25% du prix du coffre qui était partagé entre tous ceux qui ont des objets dans le coffre, des objets qu'ils ont fait. Après, ils ont changé, ils ont rajouté un système qu'ils appelaient le Battle Pass, où en fait, ça permettait du coup d'acheter un espèce de pass qui permettait de faire des quêtes et tout ça, qui permettait de débloquer des coffres gratuits. Du coup, ça faisait pas d'argent pour les modeurs, mais en fait, ils se partageaient quand même à l'époque les sous du Battle Pass. Du coup, ils gagnaient toujours 25%, mais c'était partagé 12,5 entre les coffres et entre les Battle Pass. Et là, récemment, ils ont fait une petite mise à jour dont ils ont parlé à personne. Ils ont supprimé en fait les 12,5% des Battle Pass. Ce qui fait que les modeurs maintenant, ils récupèrent plus que 12,5% sur les cosmétiques qui se font quoi. Et ils ont fait ça bien en douce. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment moche quoi. C'est un peu comme si tu allais dans une boutique, je sais pas, t'achetais de la peinture, de quoi faire ton ciment et des outils, tu fais ton mur et puis je sais pas, il y a la boutique qui vient de dire que en fait ton mur il est à moi quoi. C'est Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils réclament trop de pognon sur les modes qui s'approprient, quoi. Je veux bien que ça soit leur jeu, mais Ouais, je pense que les problèmes vis-à-vis de ces réappropriations concernent quand même la plupart du temps les gros éditeurs, les grosses boîtes qui font des coups, des filouteries comme ça, hein, mais c'est oui. vrai que moi je vois plutôt ça comme d'un bon œil, cette effervescence qu'il y a entre les communautés des joueurs et les développeurs moyenne taille. Je Ah mettrais oui, là-dedans ça, complètement, hein, Firaxis, Paradox. Bon, Bethesda c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est deux gros studios, Firaxis et Paradox, qui sont pas des gros studios AAA, mais qui sont quand même très imposants dans leur style. Ils ont complètement intégré le modding dans leur ADN, et puis ça fait un effet de vase communicant, mais de manière périodique, quoi. Dans un sens, ça va vraiment exploser au niveau des mods. Les développeurs vont s'approprier un petit peu peut-être les nouvelles fonctionnalités et voilà, pour faire en sorte que la suite soit encore meilleure, ou alors directement l'implémenter dans le jeu durant sa vie active, on va dire. On a vu XCOM 2 qui est sorti déjà avec donc une équipe de modeurs, là, les mecs qui ont fait Last Stand sur XCOM 1, enfin le reboot quoi. Cette équipe de modeurs a été carrément en partenariat avec les développeurs pour faire un mode, on va dire, un mode officiel entre guillemets. Il y a la suite de ce fameux Last Stand qui est sorti il y a pas longtemps et qui change complètement l'expérience de XCOM 2. Paradox qui a explosé aussi ses ventes sur Cities Skylines, notamment grâce avec donc le workshop où on pouvait télécharger des milliards de bâtiments différents, etc. Donc c'est une espèce d'appropriation en symbiose à ce moment-là. Il y a pas tellement une question de finance là-dedans, même si ça peut rentrer en jeu. Mais en tout cas, ça profite à mort pour les deux. Et on voit avec le temps que l'avenir du modding là aussi, j'étais un peu pessimiste à une époque, mais maintenant je me dis qu'avec le workshop, Bethesda.net, les sites comme Nexus ou ModDB qui n'ont toujours pas crevé, mais au contraire continuent de se développer avec des dizaines et des centaines de jeux qui sont référencés sur Nexus. Et avec leurs propres outils. Ouais, Nexus qui a son mode manager, 55 000 mods pour Skyrim, plus de 55 000 fichiers en tout cas référencés sur Nexus. Enfin, c'est une espèce d'énorme monstre le modding sur PC et qui a priori
continue son petit bonhomme de chemin avec des éditeurs et des développeurs qui au fur et à mesure lui ouvrent des portes. Civilization 6 a ajouté il y a pas longtemps le workshop. C'est une bonne chose puisque ça reste quand même un énorme titre qui est très récent. Donc s'ils continuent on verra hein, si Bethesda continue avec Elder Scrolls 6 à faire du modding, mais a priori ça devrait pas changer. Enfin, pour moi, je reste assez optimiste vis-à-vis des collaborations des petits studios, des moyens studios et de l'avenir du modding en tout cas. Est-ce que, Baptiste, tu veux réagir un petit peu à tout ce qui a été dit? Oula. Bah, il est pas là. Il n'est plus. Du coup, Pardon, est-ce que je oui. peux réagir Excusez-moi. du coup, Sur ce sujet, non, et je pense pas qu'on ait le temps de repartir sur un autre sujet de toute façon. du coup, je pourrais rebondir sur ce qu'a dit un peu Bello. Eh ben, vas-y. Je crois au passage un peu Belmont. C'est justement cette espèce de du coup d'alliance entre guillemets, toujours avec de grosses pincettes entre modeurs et développeurs ou plutôt éditeurs, quand on parle de Valve Steam. C'est justement savoir quand un développeur est dans le cadre de dans le cadre de son travail. Parce que par exemple, j'avais l'idée justement des cheat codes, notamment sur la licence GTA. Licence GTA justement, surtout à partir de GTA 3, GTA 3, San Andreas, Vice City et GTA 4, qui justement les cheat codes mettaient justement des assets pas extérieurs, mais du coup ils sont déjà dans le CD du jeu vu que c'est quand on jouait sur console. Du coup, est-ce que ce genre de cheat code justement qui rajoute des assets qu'on ne peut pas du tout rencontrer lors d'une partie vanilla peuvent justement être comptés comme des mods? Parce que une personne travaillant chez Rockstar peut totalement développer ça sur son temps libre juste pour un cheat code. Genre par exemple, il y a un mode tout simplement qui remplace tous les habitants du jeu par exemple des gens qui ont des maillots de bain, etc. Et il y a des assets justement qu'on ne peut pas du tout rencontrer sur le jeu normal. Et donc du coup, faire cette différence entre développeur et modeur, justement, je trouve pas qu'elle soit forcément juste, parce que un développeur simplement peut créer des choses en dehors dans le cadre de son travail et peut proposer ça dans le jeu, dans l'expérience, justement, dans une expérience parallèle en utilisant des cheat codes. Donc justement, est-ce que du coup c'est des mods quand on est un joueur extérieur à la boîte, ou si un développeur de la boîte fait ça dans son temps libre, est-ce que du coup lui est modeur ou du coup travaille pour le jeu, encore une fois. Oui. Donc finalement, c'est finalement la question du mode quand on dépasse le fait philosophique, le fait créatif, quand on se retrouve finalement avec le morceau de code informatique, finalement, quand on essaie de catégoriser cela devient très très difficile. Malheureusement, l'heure tourne et nous arrivons à la fin de l'enregistrement de ce premier podcast de la revue LCV. Je vous propose à tous de conclure chacun un petit peu en fonction de ce qui a été dit ce soir pour savoir un petit peu ce que vous allez retenir de la discussion qui s'est passée. Et donc, je propose donc à faire un premier tour de table en remontant par le haut. Donc, Baptiste, si tu veux bien nous proposer ta conclusion, puis Bello, Belmont, et enfin Yuriki. Alors Bello avait un truc à dire rapidement, je crois. Ah bon, d'accord. Donc finalement, C'est la transmission de pensée. c'est ça. Non, mais c'était très intéressant de voir qu'on a tous notre vision un petit peu du modding. Ça reste quand même le fondement reste quand même la personnalisation de l'expérience de jeu. On a tous, en fait, je pense qu'il y a des messages forts dans le jeu vidéo. C'est plus d'options, c'est toujours mieux. On veut toujours customiser notre expérience et l'adapter. C'est d'ailleurs peut-être le seul médium qui permet de faire ça, hein. On peut pas modifier les couleurs d'un film à la volée comme ça, mais dans le jeu, on peut vraiment personnaliser les choses sans forcément enlever le cœur du message ou de l'expression artistique des développeurs, mais ça en arrive jusque-là et c'est bien là aussi la particularité du modding. Ce que je voulais dire,
en guise de conclusion, on va voir comment les modes évoluent avec le temps. Moi, je l'ai dit, je suis optimiste et ça devrait encore perdurer pendant au moins quelques dizaines d'années, si tout va bien. Mais il y a un aspect qui m'intéresse, c'est genre, par exemple, on voit les reboots, les remasters prendre de plus en plus d'ampleur actuellement. Or, les mods sont faits justement pour redonner vie à certains titres anciens, comme on pouvait voir les Baldur's Gate par exemple qui peuvent être joués sur les écrans HD maintenant grâce au mode. On peut même fusionner les Baldur's Gate pour les faire les uns à la suite des autres, enfin en tout cas les deux plus les extensions, grâce au mode, ce qui n'est pas offert par les versions HD vendues parfois assez chères. Et puis on a les Skywind, Sky comment ça s'appelle tout ça, enfin toutes ces remises au goût du jour des jeux qui sont totalement redéveloppés dans les moteurs actuels. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça évolue là-dessus, s'il y a une compétition entre le marché des éditeurs qui veulent bien déterrer la licence et les mods qui veulent faire la même chose justement mais par passion. Et s'il y a compétition, voir comment ça se passe. Sinon, profiter de tout ça, parce que finalement, c'est le joueur qui en bénéficie, puisqu'il aura encore plus d'options disponibles pour découvrir ou redécouvrir ces grands classiques. Voilà pour moi. Belmont, si tu veux enchaîner. Bah du coup, non, Baptiste, tu passes ton tour, c'est ça? Non, bah ouais, je veux bien faire une petite Vas-y. conclusion aussi, ouais. Oui, donc Vas-y. non, c'est vrai que comment dire, ouais, c'est important de faire la différence entre ce qui est prévu par le jeu directement de modification de son expérience et ce qui vient de tous les joueurs extérieurs au développement du jeu, on va dire. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Super. Mince, attendez, je sais plus du tout. Si tu veux, on passe Yuriki. Ouais, Yuriki a envie de prendre la parole, là je le sens. Donc si tu veux, ou Belmont. Et donc du coup, dès que tu veux reprendre la parole, tu me fais signe. Moi, je suis chaud, hein, c'est bon. Allez, go! Ah, trop bien. Ouais, bah du coup, moi, je pense qu'effectivement, l'avenir va être probablement très intéressant pour le modding, parce qu'on a vu ces dernières années, en fait, une professionnalisation quand même du milieu, quoi. Parce que je veux dire, maintenant, il y en a qui font du modding, bah, comme Bello parlait de Skywind, où les mecs ils avaient juste quand même prévu de refaire Morrowind avec le moteur de Skyrim. C'est des équipes des fois très très grandes qui finalement c'est presque devenu pour certains trucs des studios, quoi. Maintenant, bon, le modding traditionnel avec des petits groupes ou des gens tout seuls se porte toujours très bien, comme on peut le voir sur des jeux comme bon, bah du coup tous les jeux Bethesda, hein, ou des Binding of Isaac ou des trucs plus récents. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est la mainmise qu'essayent d'avoir certains éditeurs. Euh, donc voilà, j'en ai déjà parlé. Valve, faudrait pas que ces gens-là arrivent à verrouiller le milieu du modding en mettant un système. Comment dire, un système financier au milieu qui finalement c'est peut-être ce système-là qui va avec la professionnalisation du modding, je sais pas. Mais du coup, ouais, ça me fait un peu peur. Après, je sais que même dans ces grosses sociétés, enfin Bethesda, je le vois pas trop verrouiller son modding parce que, enfin, aujourd'hui, si Bethesda est sur un jeu et qu'il annonce qu'il n'y a pas de modding dessus, euh, son jeu il va pas se vendre, quoi. Ça, je veux dire, à chaque fois qu'il y a l'annonce d'un Fallout ou d'un Elder Scroll, les gens ils sont tous là en mode ah, ça va être la GOTY avec les modding, avec les mods il va être trop bien. Et il y a quasiment personne qui joue à un jeu Bethesda en vanilla, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Donc je les vois mal se priver effectivement de quelque chose qui fait vivre leur jeu et pendant autant d'années, quoi. Donc je me fais pas de soucis pour l'avenir du modding, mais j'ai un peu peur voilà, du côté commercial qu'on peut voir chez Valve, quoi. Donc du coup à surveiller de très près si on veut pas se retrouver avec la débâcle des DLC qu'on a actuellement, quoi.
Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et Yuriki, si tu veux proposer ta petite conclusion à ce Du coup, podcast. pour conclure, je vais encore parler de Bethesda. Hein, c'est un bon cas d'école. Décidément. Ça va être le podcast Bethesda. Et donc du coup, je vais parler aussi au nom des consoleux, vu que voilà, je joue principalement sur ces machines. Du coup, moi, c'est l'idée tout simplement, comme disait Bello, de faire avancer justement le modding, sa communauté, etc., vers des plus de possibilités. Et encore une fois, c'est vrai que sur PC, ben voilà, on est très 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 en avance. Voilà, vu que les mods ont commencé, genre à se démocratiser vraiment, c'est vraiment avec le début de Valve, Counter-Strike, etc. Mais c'est vrai que sur console, on arrive sur ça assez tard. Et donc du coup, je vais reprendre du coup les deux exemples des jeux sortis de Bethesda, Skyrim et Fallout 4. D'ailleurs, pour préciser à Belmont, Skyrim, du coup, vu qu'il est sorti sur PlayStation 3, avait pas pu bénéficier d'une plateforme de mode. Donc du coup, oui, il y a des gens qui vont jouer à des jeux Bethesda sans mode. Oui, effectivement, c'est vrai, j'ai un peu occulté parce que comme j'ai joué sur PC, j'ai un peu éjecté les versions PS3 360. En Mon 10 mauvais. FPS, nul, mais c'est bon. En moche, oui, mais c'était quand même bien. Et donc du coup, justement, je trouve que c'est justement la PCisation des, des consoles, justement, qui a permis justement l'émergence de ces plateformes. Du coup, je sais pas sur console s'il y a d'autres plateformes, du coup, je sais pas. Je vais parler juste pour celle-ci. Mais du coup, je trouve ça totalement bête de proposer, encore une fois, des compatibilités de mode PC sur PlayStation 4 ou des modes créés complètement pour la PlayStation 4, vu que c'est des assets, qui doivent être compris dans le jeu de base, euh, de ne pas pouvoir créer directement avec sur console directement, avoir que des compatibilités. Et donc justement, je pense que si on veut arriver à une, une grande, pas modernisation des modes, mais comment dire, démocratisation, voilà, démocratisation des modes justement pour les joueurs console, serait justement de proposer des plateformes qui permettent de développer directement sur ces consoles au lieu de tout simplement proposer que des trucs créés sur PC de base. Voilà. Voilà. Et le mot de la fin sera donc pour Baptiste. C'est très gentil. Et donc, alors oui, moi c'est à peu près ce que disait Belmont sur l'attitude des éditeurs par rapport aux modeurs, et ça m'attriste beaucoup de voir plein de choses comme ce que fait Nintendo par exemple par rapport aux projets de fans qu'on peut un peu considérer comme des bonnes, notamment sur tout ce qui est remake. Déjà de voir ceux qui essayent de se faire de l'argent avec le travail des modeurs qui eux font ça volontairement et gratuitement quoi. Et, euh, et ceux qui veulent tout simplement leur empêcher de dire ce qu'ils veulent dire parce qu'ils utilisent leurs recettes, tout ça, c'est plutôt triste, alors qu'il y a moyen de faire des projets vraiment très très cool. Il y avait des trucs comme Metroid AM2R, je crois, qui apparemment était très bien pour ceux qui ont pu y jouer avant que ça soit supprimé. Et voilà, globalement, c'est triste. Bon, et bien voilà. Donc ça sera une note un peu triste, mais quand même que je vais contraster par rapport à ce que disaient Belmont et Bello quand même. Et même Yuriki, hein, c'était finalement assez optimiste, cette volonté chez Yuriki de démocratiser vers les modes, vers aussi les joueurs console. Belmont, bon, qui restait optimiste. Mais malheureusement, bon, avec un peu de méfiance, alors tu revenais beaucoup sur Valve, mais finalement, tout le monde est à peu près concerné, hein, je suppose. Disons Valve que cristallise un petit peu le c'est débat le parce qu'il plus gros possède exemple. aussi, ouais, il possède aussi une plateforme aussi. Mais on attend de voir si GOG va proposer Parce des modes. qu'actuellement, Valve, il possède, on pourrait Mais presque oui. dire qu'il possède le jeu vidéo PC, quoi, et ça fait un peu peur. Hein. Donc voilà. GOG en Euh, force. Donc du coup, moi, en tout cas, ça m'a pas mal fait réfléchir. Alors du coup, maintenant, je me demande si le prochain Crash Bandicoot, est-ce que c'est un mode, est-ce que c'est un reboot,
Est-ce que c'est un remake? Je ne le sais C'est un pas. remaster HD officiel. C'est ça. Ah, sinon, sur émulateur, avec des packs de textures, c'est bon, tu l'as ton Mais voilà, c'est Voilà. ça. Mais du coup, si c'est un pack de textures fait par la communauté, alors on parle bien d'un mode. Exact. Baptiste, Bello, Belmont, Yuriki, merci beaucoup pour être intervenu lors de ce premier podcast. On fait tous un gros bisou aussi à Zefra, qui devait aussi intervenir. Bisous, bisous. Et à son micro. Merci à vous, merci aux personnes qui nous ont écoutés. À la prochaine, plein de bisous, salut. Salut, bisous. Salut.